très en retard. Allô? On va poursuivre, hein? On va continuer à travailler et j'appelle pour nous parler des anticoagulants oraux, professeur Johri. Professeur Johri, voilà. Voilà, baby. Donc, bonjour tout le monde. Donc, chers confrères, honorable assistance, donc bonjour. Je vous remercie pour l'invitation. Merci. Donc, on va parler dans cette présentation des anticoagulants oraux directs. Voilà, donc on les appelle anticoagulants oraux directs ou bien NACO ou NOAC, comme pour non-antivitamine K oral anticoagulant. Ils ont été donc commercialisés au début en 2010 et les premiers guides pratiques de leur utilisation établis par la Société européenne de cardiologie a été fait en 2013, puis une première mise à jour a été faite, publiée en 2015, puis en 2017, vu l'affluence des études attestant leur efficacité et leur profil de sécurité. Et la dernière mise à jour donc, a été faite en 2021. C'est sur cette étude que je suis basée pour faire ma présentation. Bien sûr, il y a les guides des autres sociétés savantes respiratoires et d'hématologie qui concordent en général dans le même sens. Bien sûr, il y a également d'autres guidelines enregistrés également dans cette présentation en rapport avec d'autres pathologies. Donc, on commence d'abord par quelques généralités. Comme vous savez, donc, les médicaments anticoagulants sont des médicaments indispensables et incontournables. Donc, ils sont utilisés dans le traitement et la prévention des accidents thromboemboliques. Leur efficacité est largement démontrée. Cependant, il y a toujours un mais, donc ce sont des médicaments associés à un risque hémorragique élevé, donc de par leur effet anticoagulant. Et il faut savoir que les anticoagulants sont responsables de 31% des cas d'accidents iatrogènes graves, donc parmi les premiers médicaments impliqués dans l'iatrogénie. Et les AVK en premier sont responsables de 5 000 jusqu'à 6 000 accidents hémorragiques mortels par an. Donc, ce qui a suscité toujours des travaux à la recherche de nouveaux anticoagulants avec donc profil sécurité et efficacité meilleurs. Donc, les chiffres que j'ai avancés, ce sont certaines études françaises. En plus de ça, donc les antivitamines K, ils ont une fenêtre thérapeutique étroite. Ça veut dire quoi? Ils sont bien sûr attestés par l'INR. Donc, la zone d'efficacité est située dans l'INR cible entre 2 et 3. Donc, si l'INR est moins de 2, donc l'INR cible doit être dans la zone 2-3 pour que l'antivitamine K soit efficace. Donc, si on est à moins de 2, on est sous-dosé, donc il y a un risque d'AVC, donc le patient il est sous-traité. Par contre, si l'INR dépasse 3, donc le patient peut être surdosé et il est exposé à un risque hémorragique. En plus, donc, dans les études, et encore pire dans la vraie vie, donc cet INR cible, c'est-à-dire le temps, ce qu'on appelle le TTR, Time in Therapeutic Range, il est vraiment bas. Donc 60%, c'est insuffisant pour contrôler les patients. Et les autres situations, on est soit surdosé, soit sous-dosé. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que ça a suscité toujours des travaux dans le sens de trouver de nouveaux anticoagulants avec meilleur profil sécurité, efficacité. Donc je trace ici l'histoire des anticoagulants, enfin, approximativement. Donc les premières molécules, c'était donc les héparines donc non fractionnés et les héparines par voie IV ou par voie subcutanée. Donc ils ont débuté, donc on a débuté leur utilisation dans les années 30 avec les antivitamines K dans les années 40. Donc les antivitamines K offrent donc la possibilité d'utiliser la voie orale parce que les héparines, la contrainte, c'est la voie donc injectable. En plus, le contrôle régulier par le TCA qui conditionne donc leur efficacité. Donc, en 1980, donc, sont venus les héparines de bas poids moléculaire qui ont aidé donc, à stabiliser l'effet du traitement anticoagulant avec des doses plus ou moins établies selon le poids. Donc, il ne nécessite pas des contrôles réguliers. Donc, c'est encore moins, donc c'est plus bon donc, par rapport à l'héparine non fractionnée. Mais ça reste la voie injectable, subcutanée quand même, c'est une voie injectable. Donc, les travaux ont continué. Donc, au début des années 90 et jusqu'à 2000, donc, on est tombé sur les anticoagulants directs, mais par voie toujours IV ou subcutanée, c'est les érudines et le fondaparinus.
Donc, ils ont un effet également plus stable, ne nécessitent pas des contrôles réguliers, et également, ils sont là pour contrecarrer un effet majeur des héparines, c'est la thrombopénie induite par l'héparine, qui est donc des fois un frein à l'utilisation des héparines. Les travaux ont continué à travailler, les travaux continuent donc à être faits pour tomber actuellement, enfin depuis 2008 jusqu'à maintenant, sur ce qu'on appelle les nouveaux anticoagulants oraux, qui sont plus nouveaux normalement, donc qui ont l'avantage de l'effet direct, de ne pas être contrôlés, mais la voie orale également, qui est un avantage important. Donc, qu'est-ce qu'apportent les antivitamines K, les anticoagulants oraux directs par rapport aux antivitamines K comme avantage? Donc, la première des choses, l'effet, c'est pas le même. Donc, les antivitamines K agissent par le biais d'une diminution de la synthèse des facteurs de la coagulation. Donc, c'est une diminution de l'effet procoagulant. Alors que les AOD, donc, ils ont un effet direct sur la coagulation. Donc, ils sont des hypocoagulants vrais. Deuxième différence, les antivitamines K, ils ont besoin d'un délai d'action et d'arrêt de traitement qui est plus ou moins lent. Parfois, donc, il est contraignant dans la pratique quotidienne. Alors que les AOD, ils ont donc un effet rapide d'apparition et de disparition de l'activité. Également, les antivitamines K, donc, ils ont des interactions médicamenteuses fréquentes et surtout également l'influence de l'alimentation. Alors que pour les AOD, donc les interactions médicamenteuses sont rares et bien cernées et il n'y a pas d'interférence de l'alimentation. Pour les antivitamines K, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure, ils ont une fenêtre thérapeutique étroite, alors que les AOD, ils ont une fenêtre thérapeutique plus large avec des doses fixes. Les antivitamines K également, ils ont une variabilité de la réponse élevée, donc inter- et intra-individuelle. Donc le patient, entre deux patients de labos différents donne des résultats différents, donc ça gêne l'interprétation. Et même le patient, donc on passe d'une dose élevée à un INR très élevé à un INR plus bas, par exemple, avec des doses minimes. Alors que les AOD, donc, ils ont cette variabilité qui est faible. Et bien sûr, la contrainte majeure, c'est la surveillance indispensable de la coagulation par l'INR, qui est contraignante pour le patient de se prélever à chaque fois, alors que pour les AOD, donc, il y a absence de surveillance de la coagulation en routine. Bien sûr, dans certains cas, on a besoin de faire quelques prélèvements. Donc, actuellement, les AOD sont désormais les médicaments de choix pour le traitement et la prévention de la maladie thromboembolique veineuse et la prévention des accidents vasculaires cérébraux chez les patients avec fibrillation atriale. Donc, c'est les indications principales. Et je commence par la fibrillation atriale. Donc, je suis cardiologue, je commence par la fibrillation atriale. Donc, les AOD dans la fibrillation atriale. Vous savez très bien que le risque d'AVC est multiplié par 5 en cas de FA. Et cette FA, donc, sa prévalence augmente avec l'âge pour atteindre 17% chez les patients de plus de 85 ans. Il faut savoir que les AVC ischémiques associés à la fibrillation atriale sont les plus sévères, les plus invalidants par rapport à ceux sans FA, sans fibrillation atriale. Et les études qui ont rattaché la FA aux AVC ischémiques, donc, elles ont été faites dans les années 90 jusqu'à 92. Donc, elles ont montré qu'il y a une relation de causalité entre la FA et les AVC ischémiques. Et elles ont montré également que le traitement par antivitamine K comparé au placebo diminue ce risque d'AVC de 2/3. Donc, c'est important comme bénéfice. Seulement, cet effet, il est contrebalancé par les effets hémorragiques. C'est pour ça qu'on a cherché encore de nouveaux anticoagulants. Donc, il y a plusieurs études qui ont attesté ces nouveaux anticoagulants. Donc, il y a 4 molécules, le dabigatran, le rivaroxaban, l'apixaban et l'édoxaban. Donc, plusieurs études sur un chiffre de 70 000 patients qui ont prouvé donc, le profil bénéfice-risque en faveur des AOD. Donc, concernant la mortalité toute cause, donc, elle est diminuée, toute cause d'embolie systémique, elle est diminuée de 22%, l'ischémique seulement de 13%, l'hémorragie, qui est l'effet catastrophique, l'effet majeur catastrophique des antivitamines K le plus redouté, elle est diminuée de moins de 55%. Donc, les hémorragies en général, les hémorragies majeures en général de 12%, de moins de 12%. L'hémorragie intracérébrale de moins 51%, mais avec une augmentation significative, mais pas tout à fait dangereuse, des hémorragies gastro-intestinales en général non fatales. Donc c'est pour ça, dans les recommandations de la Société européenne de cardiologie de 2016 déjà et de 2020, ils ont consolidé la place des anticoagulants oraux directs dans le traitement
donc, dans le traitement préventif des AVC dans la fibrillation atriale. Donc, ils ont établi un algorithme pour indiquer donc, les AOD dans la fibrillation atriale. Donc, cet algorithme, il commence d'abord par la première étape. La première étape, c'est d'identifier le patient. Est-ce qu'il est porteur d'une FA non valvulaire ou bien valvulaire? Quoique le terme de FA non valvulaire il est déconseillé, mais l'essentiel qu'il estime que la FA est considérée comme valvulaire si le patient est porteur d'une prothèse mécanique ou bien il est porteur d'un rétrécissement mitral serré ou moyennement serré. Dans ce cas, donc l'antivitamine K, il est indiqué, il n'y a pas de place aux AOD dans ce cas, parce qu'il y a un risque thrombotique très élevé et on ne peut pas jouer avec donc, ces patients. Les études n'ont pas comparé donc, les AOD dans cette catégorie de patients au début, mais les dernières études, donc il y a une dernière étude qui est venue en 2020, Invictus, qui a encore consolidé cet effet, donc il n'y a pas d'effet meilleur de rivaroxaban par rapport aux antivitamines K, donc les antivitamines K gardent leur place dans les patients avec FA valvulaire. Pour les patients qui n'ont pas ce problème, ils n'ont pas FA donc valvulaire, donc il faut attester le risque donc ischémique par le score Shatz-Vasc 2 et le score donc hémorragique par le score de Hasbled. Donc si le patient il a un score, je vois pas bien, donc un score 0 chez les hommes ou bien 1 chez les femmes, donc le patient, il n'y a pas lieu d'anticoaguler ce patient, le risque d'AVC, il est, on peut dire, nul. Si le patient il a par contre un score supérieur à 2, donc supérieur ou égal à 2 chez l'homme ou supérieur ou égal à 3 chez la femme, c'est là où il y a la place des anticoagulants oraux directs. Et je viens directement à la dernière, ici, que les anticoagulants oraux directs, ils sont préférés en première intention par rapport aux antivitamines K. Donc les deux, l'anticoagulation est de classe 1A, mais les AOD sont préférés par rapport aux antivitamines K. Si le patient donc, il a un score plus faible, donc c'est une recommandation classe 2A. Pardon. Donc, je rappelle le score Hasbled et le score Shatz-Vasc. Donc, il faut qu'ils soient utilisés en pratique quotidienne pour donc cerner le type d'anticoagulation chez ces patients. Donc, ces patients, il faut avoir donc en tête toujours ou bien devant lui chaque médecin donc ce score pour attester donc le score le risque ischémique chez les patients avec donc fibrillation atriale, en précisant que plus le score il va de 0 jusqu'à 9 en cumulant donc les items. Donc si le score il est nul, donc le risque d'AVC il est de 0%. Si le score est au maximum 9, donc il y a un risque d'AVC annuel de 15,2%. Donc c'est les patients les plus à risque. Pour le score hémorragique également, donc il faut le calculer avec 6 items. Il faut savoir que le score hémorragique élevé commence à devenir donc important à partir de 3%. À partir de 3, mais le score hémorragique élevé ne contre-indique pas l'anticoagulation. Il faut s'acharner à modifier tous les facteurs hémorragiques possiblement modifiables pour diminuer le score hémorragique et faire bénéficier le patient du traitement anticoagulant. Donc, une problématique également qui est plus ou moins, qui commence à devenir fréquente, c'est la FA chez les patients cancéreux. Donc, on assiste à une augmentation des cancers donc, actuellement. Donc, chez les patients qui portent d'une FA avec cancer, donc, selon les dernières recommandations de la Société européenne du cadre de 2022, donc, ils procèdent également par étapes. Donc, chez ces patients, donc, il faut toujours attester le score ischémique par le Shatz-Vasc 2 et le score hémorragique par le Hasbled, mais également il y a d'autres facteurs hémorragiques qui interviennent, donc il faut les attester, le type de cancer, les drogues utilisées, etc. Donc si le patient il est considéré à haut risque hémorragique, comme dans ce cas, donc il ne faut pas anticoaguler. Et qu'est-ce que ça veut dire un patient à haut risque hémorragique? C'est un patient qui a une hémorragie majeure active ou bien récente qui date de moins de 1 mois, ou bien celui qui a des lésions ou des métastases intracrâniennes récentes ou en évolution, ou bien celui qui a une hémorragie plaquettaire inférieure à 25 000 donc, par microlitre. Donc ici, il ne faut pas anticoaguler. On peut proposer, si possible, l'occlusion de l'auricule gauche quand c'est faisable dans l'outre-mer, mais ici, on n'a pas cette technique. Si par contre le patient donc, il n'a pas ce risque hémorragique, donc il faut voir s'il est porteur de valve ou non, de FA valvulaire. S'il est porteur de FA valvulaire, comme décrit avant cette plaque, donc il faut utiliser des antivitamines K malgré qu'il a un cancer, parce qu'il y a un risque thrombotique élevé. Si ce n'est pas le cas,
ici, donc, on va voir est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication pour les anticoagulants oraux directs. S'il n'y a pas de contre-indication, il faut favoriser les AOD, c'est-à-dire les NOAC. Si par contre le patient a une contre-indication particulière, donc il faut utiliser les héparins de bas port moléculaire au long cours. Donc, une autre problématique actuellement rencontrée, c'est la fibrillation atriale chez les patients avec syndrome coronarien aigu ou bien avec syndrome coronarien chronique. Donc, il faut savoir que c'est une problématique également qui est fréquente et qui expose donc à des risques hémorragiques élevés parce qu'il y aura association d'anticoagulants et d'antiagrégants plaquettaires. Donc, il faut savoir que la trithérapie en général, dans le cadre du syndrome coronarien aigu, elle est de 1 semaine, qui peut aller jusqu'à 1 mois en cas de risque ischémique élevé. Ces recommandations s'appliquent sur le syndrome coronarien aigu ST-, mais presque superposables à celles du syndrome coronarien ST+. Donc, si par contre le patient il est à risque hémorragique élevé, il faut se contenter d'une anticoagulation triple pendant seulement 1 semaine et passer à une double qui doit être arrêtée à 6 mois. Si le patient, par défaut, il n'y a pas ni risque hémorragique ni élevé, ni ischémique élevé, donc il faut continuer une double anticoagulation par NACO, c'est-à-dire favoriser le NACO par rapport aux antivitamines K avec une simple antiagrégation plaquettaire, en général le clopidogrel et non par l'aspirine, jusqu'à 12 mois. Et au-delà de 12 mois, donc que le patient soit coronarien ou non, donc c'est les anticoagulants oraux qui sont utilisés au long cours. Ils protègent contre la FA et contre la récidive des syndromes coronariens, des complications coronariennes. Donc, il faut savoir que chaque anticoagulant oral direct, il a ses caractéristiques, donc il faut les connaître pour pouvoir donc gérer les interférences. Et il faut savoir que, par exemple, l'apixaban, donc il a une demi-vie qui est plus ou moins de 8 à 15, les autres plus ou moins proches. Et son élimination, elle est rénale dans 25%, alors que celui qui a l'élimination rénale la plus importante, c'est le dabigatran, 80%. Donc, dans ce cas, il faut faire attention en cas d'insuffisance rénale. D'ailleurs, ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale sévère. La prise, elle se fait en 2 fois pour certains, en 1 fois pour d'autres. Il y a des interférences, surtout avec les médicaments qui interfèrent avec les cytochromes PA4 ou bien la protéine GP. Donc, il faut savoir ces interférences pour pouvoir ne pas donner ces antivitamines K, ces AOD avec ces molécules qui peuvent être inducteurs ou bien inhibiteurs enzymatiques qui peuvent soit augmenter leur effet, soit diminuer. Donc, il faut avoir en tête la liste de ces médicaments pour ne pas utiliser dans certaines situations. Donc, bien sûr, il faut faire attention quand il y a association avec les anti-inflammatoires ou bien les anti-agrégants plaquettaires. Et chez la femme enceinte, donc, ils sont tous contre-indiqués. Il n'y a pas de place pour les AOD chez la femme enceinte. Il faut savoir qu'il y a également des interférences avec l'alimentation. Ce n'est pas dans le sens d'inhibition ou de modification de l'effet. Il y a pour le rivaroxaban, on a décrit qu'il y a une biodisponibilité qui peut atteindre 100% en cas de prise pendant l'alimentation. Donc, il faut communiquer cette information au patient. S'il prend le rivaroxaban, le Xarelto comme nom commercial, donc il faut qu'il le prenne au moment du repas pour avoir le meilleur effet bénéfique de cette molécule. Donc, les doses utilisées, donc, chez nous, donc les 2 molécules qui sont disponibles, bien sûr non remboursées, mais disponibles, ils sont utilisés pleinement. Pour certains patients qui se permettent, bien sûr, parce qu'ils coûtent cher, mais quand même, l'intérêt est lié. Donc, pour le Xarelto, avec donc, les génériques qu'on a, donc, il faut utiliser une dose de 20 mg en une prise et il faut diminuer la dose si la clairance elle est inférieure donc, à 50 ml par minute. Pour l'apixaban, donc, il est donné en 2 doses à raison de 5 mg, mais il faut diminuer à 2,5, c'est-à-dire à demi-dose, en 2 prises. C'est au moins 2 des 3 critères sont présents. Donc, c'est important également de faire donc, ces constatations pour pouvoir donner la dose qu'il faut. Le patient ne soit ni surdosé, ni sous-dosé, donc il ne va pas tirer bénéfice. Pour les doxaban, donc, il n'est pas encore commercialisé ni chez nous, même pas en France également. Donc, maintenant, quelle est la place des anticoagulants oraux directs dans la maladie thromboembolique veineuse? Donc, on a parlé tout à l'heure, le professeur Yaïch, donc, dans l'embolie pulmonaire. Donc, les études sont là pour prouver la non-infériorité des anticoagulants oraux directs par rapport aux antivitamines K dans cette maladie thromboembolique veineuse périphérique et pulmonaire. Et comme il a bien souligné, donc, M. Yaïch, donc, devant une embolie pulmonaire donc, de probabilité élevée ou intermédiaire, donc il faut commencer l'anticoagulation directement en attendant d'explorer le patient, vu que le pronostic donc, peut être engagé à court terme.
Si le patient, on a commencé chez lui une anticoagulation parentérale, donc il faut favoriser les héparines de bas poids moléculaire ou le fond d'apparinus qui n'existe pas chez nous par rapport à l'héparine non fractionnée, l'héparine par voie IV. Et si c'est une anticoagulation orale qui est débutée, parce qu'on peut les deux en recommandation classe 1A. Donc il faut favoriser les NOAC, pardon, oui, par rapport aux antivitaminiques. Donc les NOAC, ils ont leur place dans le traitement de l'embolie pulmonaire et sont mieux privilégiés par rapport aux antivitaminiques vu leur effet stable, et il a bien souligné le professeur Yaïch tout à l'heure. Donc les doses, ce n'est pas les mêmes que dans la FA, donc les doses sont donc à la phase aiguë, donc c'est-à-dire les premiers jours, donc l'apixaban, il est donné à 10 mg pendant 7 jours, puis le relais se fait par 5 mg en double dose pendant les 6 mois qui suivent. Pour le dabigatran, il est utilisé d'abord après une hospitalisation, après une première phase de traitement injectable, donc ils ne sont pas utilisés à la phase aiguë directement, puis le relais se fait donc après par la voie orale. Pour le rivaroxaban, donc il est utilisé à 15 mg en 2 prises pendant 21 jours, puis le relais se fait par 20 mg pendant les 6 mois qui suivent. Après, donc, dans le traitement préventif des récurrences de thrombose veineuse ou d'embolie pulmonaire, quand le contexte s'y prête, donc il y a également des doses à respecter au long cours. Pardon. Également, donc, en chirurgie orthopédique majeure, donc en prévention, en traitement préventif, c'est pas en traitement curatif, donc ils ont également leur intérêt avec des doses également plus petites, mais à respecter. Maintenant, je reviens toujours à la maladie thromboembolique veineuse chez les patients cancéreux, comme on en voit pas mal de patients qui souffrent de cette situation. Donc, toujours selon les recommandations de l'ESC de 2022, donc, il passe toujours par étapes. Il faut attester d'abord le risque thromboembolique par le score Schatz, le risque thromboembolique en fonction des circonstances et le score donc hémorragique en fonction du terrain, des drogues utilisées, etc. Donc, si le patient il a donc un risque un risque hémorragique élevé, donc il ne faut pas anticoaguler, donc il faut toujours restratifier la situation au fur et à mesure. Si par contre le patient donc il n'a pas un risque hémorragique élevé, il y a des conditions qui nous incitent à utiliser donc qui contre-indiquent donc les NOAC, donc il faut favoriser les héparines de bas poids moléculaire au long cours, c'est une recommandation de classe 1. Si le patient par contre il n'a pas de contre-indication pour les NOAC, donc on va voir les préférences du patient, soit les NOAC, soit les héparines de bas poids moléculaire au long cours, donc les deux ils ont la recommandation de classe 1. Je rappelle que les risques hémorragiques élevés, donc pardon, je reviens. Le risque hémorragique élevé, il est attesté, comme tout à l'heure je l'ai dit, et les conditions qui favorisent donc l'HBPM par rapport au NOAC, c'est quoi? C'est les cancers gastro-intestinaux ou donc gastro-intestinaux non opérés, par exemple, parce qu'il y a un risque hémorragique gastrique plus élevé avec les NOAC par rapport aux antivitamines K, ou bien également les interférences avec les médicaments, surtout anticancéreux, qui augmentent l'effet des NOAC ou bien des AOD. Donc, comme je vous ai dit, donc les deux, ils ont recommandation classe 1A pour les deux. Donc, il faut favoriser un des deux selon les préférences des patients. Maintenant, on va voir quelques aspects pratiques de l'utilisation des AOD donc, au quotidien. Donc, d'abord, quels sont les paramètres de surveillance ou bien quel est l'impact sur les analyses d'hémostase? Il faut savoir que le FDA n'a approuvé aucune méthode pour surveiller l'effet anticoagulant des AOD. Donc, ils sont ajustés à des doses fixes et l'effet est prévisible. Donc, anticoagulant, il est prévisible avec ces doses. Donc, les tests de laboratoire qualitatifs, le temps de TP, par exemple, qu'on utilise, ou bien l'INR, enfin, l'INR n'a pas sa place, c'est surtout le temps de thrombine ou le temps de prothrombine qui peuvent être utilisés. Ils sont parfois anormalement allongés, mais ils n'ont aucune donc, efficacité pour évaluer l'effet anticoagulant. Donc, des fois, on les utilise, mais on ne peut pas se baser sur ces paramètres pour juger l'effet anticoagulant. Donc, par exemple, pour le dabigatran, donc, il diminue modérément le TP, il allonge de façon significative le TCA, il a un impact sur les autres. Pour le rivaroxaban, le Xarelto, donc il diminue de façon significative le TP et il a un effet donc modéré sur le TCA
Et pour l'apixaban également, donc il y a un effet variable, donc on ne peut pas juger l'effet selon ces paramètres. Par contre, ils sont utilisés parfois en cas de surdosage ou de suspicion d'hémorragie. Si on trouve par exemple un TCA normal chez un patient supposé surdosé en dabigatran, c'est pas normal. C'est pas normal, mais le dabigatran n'est pas impliqué dans ce surdosage. Ça veut dire que le surdosage n'y est pas. Par exemple, un patient tentative de suicide, il dit qu'il a pris du dabigatran pour telle ou telle raison. Donc, si on trouve un TCA normal, donc on est sûr que ce n'est pas le cas, il n'a pas pris ce dabigatran, soit qu'il ment, soit qu'il y a autre chose qui est en train de cacher. Donc, il faut savoir que des dosages spécifiques des anticoagulants oraux directs existent, pas chez nous bien sûr, mais ailleurs, donc ils permettent d'optimiser la prise en charge d'une hémorragie ou d'une chirurgie urgente chez les patients traités par AOD. Et leur intérêt, surtout en cas d'hémorragie grave, pour faire la part des choses, pour aller ou non inverser l'anticoagulation. Donc, par ailleurs, enfin, c'est pas la peine de parler de ça, c'est pas méchant. Donc, seulement la généralisation de ces tests spécifiques est une nécessité dans les structures d'urgence pour pouvoir gérer certaines situations d'hémorragie grave. Donc, deuxième question qu'on doit se poser, c'est quel bilan biologique préalable à l'instauration du traitement il faut faire. Donc, de façon routinière, il faut faire donc FNSTP, TCA, il faut faire de façon importante l'évaluation de la fonction rénale et avec la formule de Cockcroft qui est utilisée dans les différentes études parce que les doses sont adaptées à l'insuffisance rénale avec cette formule. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser d'autres formules pour attester l'insuffisance rénale. Également, il faut évaluer la fonction hépatique parce qu'on a vu qu'il y a des interférences avec la glycoprotéine P et l'insuffisance hépatique également peut donc jouer un rôle dans l'efficacité ou l'inefficacité des AOD. Maintenant, une question qui se pose, qui est importante. Les AOD n'ont pas de test biologique pour évaluer leur efficacité et leur demi-vie elle est brève par rapport aux antivitamines K, ce qui rend dangereux l'oubli d'une prise parce que le patient peut être exposé au risque thromboembolique. Donc, comment faire pour avoir donc la part des choses? Est-ce que le patient prend son traitement ou non? Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir ça. Donc, il faut insister sur le strict respect de la prise des NOAC auprès du patient. L'éducation du patient fait partie intégrante de la prise en charge de ces patients sous AOD. Donc, l'éducation du patient et surtout de l'entourage, parce que des fois, c'est des patients âgés qui ne peuvent pas se permettre de prendre leur traitement convenablement. Donc, il faut insister sur les parents pour la prise donc, des traitements au moment nécessaire, au moment opportun. Maintenant, comment surveiller la fonction rénale? Donc, normalement, ça se fait une fois par an pour les patients qui n'ont pas d'insuffisance rénale. Mais chez les patients dont la fonction rénale elle est donc basse, inférieure à 60 ml par minute, donc une évaluation plus fréquente est recommandée parce qu'on peut avoir une dégradation plus ou moins rapide de la fonction rénale, surtout si elle est associée à d'autres comorbidités et l'effet anticoagulant devient donc important et le patient est exposé au surdosage. Maintenant, il faut apprendre aux patients également comment gérer les erreurs de dosage. Donc, par exemple, l'INR pour les antivitamines K, il est là pour guider le traitement, mais ici, donc, il faut apprendre aux patients quand il oublie une dose ou bien quand il prend par erreur double dose, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, en général, les recommandations sont là pour aider aux patients. Il faut enregistrer ça sur le carnet de suivi des patients pour qu'ils sachent faire et non pas s'exposer à des risques de sur- ou de sous-dosage. Maintenant, si le patient il est suspecté d'un surdosage, mais sans saignement, il vient, il dit qu'il a pris par erreur 2 ou 3 médicaments au lieu d'un, ou bien il a oublié s'il a pris, donc il reprend un autre, un deuxième, un troisième. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, en cas de suspicion de surdosage, les tests de coagulation peuvent aider. Je vous ai dit qu'ils sont là, ils ne sont pas très significatifs pour déterminer exactement l'effet anticoagulant, mais ils sont là pour aider. Un TCA normal exclut des taux élevés de dabigatran, comme on l'a vu tout à l'heure. De même, un TP normal exclut des niveaux très élevés de révaroxaban et d'édoxaban. Cependant, je vous ai dit, ces tests ne sont pas utilisés en routine pour évaluer l'efficacité. Il faut savoir que compte rendu de la demi-vie plasmatique relativement courte des AOD, donc quelques heures, 6 à 12 heures maximum, une stratégie attentiste, c'est-à-dire on attend l'effet, peut être utilisée dans la plupart des cas sans saignement actif. Donc tant qu'il n'y a pas de saignement, donc on peut surveiller et ne pas agir. Par contre, si donc, le patient il est formel qu'il a pris donc, une dose élevée et quand il se présente dans les 2 heures, donc, le charbon actif peut réduire l'absorption et peut être utilisé dans ce cas pour diminuer donc, des complications.
Maintenant, est-ce qu'il y a des stratégies de réversion des anticoagulants oraux directs? Mais avant de poser cette question sur les AOD, on doit la poser pour les antivitamines K. Est-ce qu'il y a un antidote pour les antivitamines K? Parce qu'on on parle surtout des AOD, on ne parle pas des antivitamines K. Les antivitamines K, ils n'ont pas d'antidote. La vitamine K, elle est là pour contrecarrer, c'est-à-dire pour apporter donc son effet sur les facteurs de la coagulation, mais l'effet il est retardé de quelques heures. Donc, la situation des AOD et des antivitamines K se rejoignent en cas de situation donc, critique. Donc, il faut savoir que la plupart des complications hémorragiques associées au traitement par AOD peut être traitées par des mesures conservatrices et l'arrêt d'anticoagulation comme dans les antivitamines K. Mais en cas d'hémorragie majeure ou bien nécessité d'une intervention urgente, donc l'antagonisation se fait, elle est discutée, pardon. Il y a 2 antagonistes actuellement commercialisés récemment, ils n'existaient pas auparavant, mais bien sûr, ils ne sont pas disponibles chez nous, ils sont donnés selon des schémas donc, particuliers. Donc, l'essentiel, en cas où ces antagonistes ne sont pas disponibles, comme on a toujours fait, donc les concentrés de complexes prothromboïniques, anciennement appelés les PPSB, sont là pour aider à une réversion non spécifique, mais rapide, et ça permet parfois de juguler donc, la situation. S'il vous plaît, vous avez 2 minutes pour conclure. Très bien, d'accord. Donc, d'autres moyens, c'est l'hémodialyse, le charbon activé, comme on a dit, et même il y a un antifibrinolytique qui est utilisé ailleurs, qui n'est pas disponible chez nous, mais qui peut aider également à une réversion rapide. La gestion opératoire a obéi à des protocoles particuliers, donc on ne va pas les détailler ici. On pouvait les consulter à chaque moment dans les guidelines. Maintenant, pour passer d'un régime alimentaire anticoagulant à un autre, donc AOD versus NOAC ou NOAC versus AOD, donc il y a également des choses à respecter. Donc il faut consulter ça, le guide, pour ne pas exposer aux patients au sous-dosage ou au surdosage. Et maintenant, la question qui se pose, c'est le patient, donc il est atteint de FA, il présente un AVC alors qu'il est sous AOD. Et ça a été décrit, on a vu des patients comme ça. Donc dans ce cas, la première question qui se pose, c'est est-ce que l'observance, elle est là? Parce que le patient non observant, un oubli d'une dose, 2 doses, pour exposer le patient à ce risque, donc toujours, il faut revenir à l'observance du traitement. Et également, si ce n'est pas le cas, si le patient il est bien observant, il faut rechercher les autres causes d'AVC, donc la lathérosclérose ou autres causes. Donc, en pratique, ce que je vous donne donc, à retenir en dernier, dans cette avant-dernière plaque, c'est les indications actuelles avec les doses qu'il faut, parce qu'on a 2 anticoagulants disponibles chez nous, donc le rivaroxaban et l'apixaban. Donc, les doses sont bien décrites avec donc, ce tableau. Il résume l'indication et les doses qu'il faut respecter. Donc, chaque situation, que ce soit la maladie thromboembolique ou bien le traitement en préventif, en chirurgie orthopédique ou bien la prévention des AVC, donc chaque molécule a sa dose et son schéma. En conclusion, donc les anticoagulants oraux directs ont plusieurs avantages pratiques. Et le premier avantage, c'est la voie orale. Pas de surveillance biologique, pas d'adaptation des doses et l'action rapide, même l'extinction de l'effet, elle est rapide. Cependant, avant d'aller à cependant, ils ont refaçonné le traitement anticoagulant ailleurs et actuellement chez nous, ça prend également de l'ampleur. Donc, ils sont devenus le traitement de base pour la prévention des AVC dans la FA non valvulaire et le traitement curatif, donc préventif des accidents thromboemboliques veineux, et la liste des autres indications peut s'allonger encore. Seulement, l'absence de monitoring impose une bonne observance thérapeutique. J'insiste toujours sur ça parce que tout le problème, il est là. Donc, l'éducation thérapeutique du patient et des parents, elle est essentielle. Et bien sûr, il faut toujours tenir compte des considérations qui affectent leurs paramètres de sécurité et d'efficacité, surtout l'adaptation en fonction de la fonction rénale qui doit être toujours calculée par la formule de Cockcroft et non pas par les autres formules. Et il faut savoir que l'utilisation de faibles doses d'AOD de manière inappropriée ne protège pas le patient, au contraire, donc il l'expose au risque. Et je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette communication enrichissante et on passe maintenant aux questions. 2 questions. Voilà, en tout cas, merci professeur pour cette excellente présentation. J'ai une question par rapport à la formule Cockcroft.
On sait que cette formule elle est délaissée actuellement. On travaille avec MDRD et CKPD et EPI. Est-ce qu'on doit faire payer aux patients des examens qui sont plus utiles? Et deuxième petite question, par rapport à toujours à la micro-alpe, si elle est élevée à 300 là, est-ce qu'elle a un impact notre décision? Est-ce qu'on prend ça en considération? Merci. Donc, la microalbe n'a pas été donc, utilisée comme critère d'évaluation de la fonction rénale dans la prescription des AOD. Pour la formule de Cockcroft, donc, elle a été utilisée parce que, enfin, elle est calculée à partir de paramètres simples. Je vous donne la formule, donc. Voilà. Donc, chez l'homme, elle est calculée à partir de donc, le sexe, l'âge, le poids et la créatinine en micromol, ou bien, enfin, il y a des conversions entre micromol et milligrammes. Donc, elle est calculée simplement chez l'homme avec cette formule et chez la femme avec cette formule. Parce que c'est elle qui est utilisée dans les études et elle intègre l'âge et le poids qui sont les paramètres qui affectent le plus donc l'effet anticoagulant, c'est-à-dire en surdosage ou en sous-dosage par rapport aux caractéristiques des médicaments. Donc, il n'y a pas... Oui. Il l'oublie pour la prise en charge de la néphropathie, ils l'oublient comme ils veulent, mais nous, on l'utilise pour la prescription des AOD. Ils insistent ça dans les guidelines, donc il faut respecter ça. Pardon. Oui. Bonjour. Je suis là. Pardon. De côté. Oui. Pardon. Ah oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Vous n'avez pas parlé de l'AOMI. De L'AOMI. L'AOMI, elle n'a pas encore, donc il n'y a pas encore d'études validant les AOD dans l'AOMI. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas. On parle, c'est le versant artériel, c'est en général les anti-agrégants plaquettaires qui sont encore utilisés. On ne parle pas encore d'AOD dans les AOMI, ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas d'études qui ont validé cette indication. Donc c'est bien décrit également dans les guidelines. Merci beaucoup, professeur Jordi. On va vous inviter à prendre un petit présent de la part de Dr Biskini qui va vous présenter ça. Voilà. Merci beaucoup. Et on est tous invités à une petite pause, parce qu'on n'a pas le temps. Donc 10 minutes et veuillez passer de l'autre côté vers les halls. Merci.